Imaginez une journée lambda sur les plaines d'Alaska. La pluie frappe une toile de tente et le vent traverse les hautes herbes. À l'intérieur de cette tente, 2 personnes se pensent en sécurité. Mais à quelques mètres seulement, un animal de plus de 300 kg s'arrête. Il respire, il écoute, il sent. Quelques minutes plus tard, les cris vont déchirer le silence. Une attaque qui ne durera pas quelques secondes, mais de très longues minutes. Un corps projeté, des os broyés, une tente déchirée et un enregistrement audio macabre de plus de 6 minutes. Le lendemain matin, un hydravion va survoler la zone et va découvrir ce que la nature laisse quand elle ne négocie plus. C'est pas une légende, c'est pas un film d'horreur, c'est une histoire vraie. L'histoire de Timothy Treadwell et de Amy Huguenard, et surtout l'histoire de la frontière invisible entre l'homme et le prédateur. Oui, ça fait un an, à peu près un an aujourd'hui que j'ai arrêté les vidéos un peu du jour au lendemain et je reviens comme une fleur. Alors je vous fais quelques explications avant de passer à la vidéo. En fait c'est tout simple pour ceux qui ont vu mes commentaires dans les commentaires. J'avais un ordinateur qui était littéralement en train de rendre l'âme et ne supportait plus faire les montages YouTube, c'était trop volumineux. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis à côté artisan, j'ai un site internet où je vends mes créations et je pouvais pas du tout me passer d'un ordinateur, donc je ne pouvais pas prendre le risque que mon ordinateur rende l'âme et que je me retrouve littéralement sans, puisque j'en ai besoin pour mon site internet. Et tant que j'avais pas changé d'ordinateur, je pouvais pas reprendre les vidéos YouTube parce que c'était un trop gros risque pour ça. J'ai changé d'ordinateur, donc il est temps pour moi de reprendre les vidéos. Alors oui, un an, je sais pas si... pour la plupart d'entre vous, vous avez oublié ma chaîne et c'est pas bien grave, vous la retrouverez si besoin. Et sinon, écoutez, je vais essayer de redevenir assidue, bien qu'il se passe encore plein de choses dans ma vie, entre guillemets, pour être sûr que je sois vraiment assidue. Donc on verra. Cela étant dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, le lien il est dans ma bio, je suis sponsor par moi-même sur mes vidéos. Je fais des créations artisanales, je fais du fait main, des plateaux, des tableaux en résine époxy principalement, avec du 3D ou non. Je crée des rivages entiers à partir de mes petites mains et ça vous permet de voyager sans avoir besoin de dépenser trop d'argent honnêtement, et de vous rapprocher de la mer si vous ne l'êtes pas. Mais bon, si vous savez pas quoi faire comme cadeau, n'hésitez pas, ma boutique elle est là pour ça et vraiment il y a énormément de choix et c'est un peu pour tous les budgets, donc profitez-en quoi. Au sud-ouest de l'Alaska se trouve le Katmai National Park and Preserve. Elle se situe sur la péninsule qui s'étire entre l'océan Pacifique et la mer de Bering. C'est un territoire immense, couvrant plus de 16 000 km². C'est un espace beaucoup plus vaste que certains pays européens, pour vous donner une idée. Et pourtant presque totalement dépourvu d'infrastructures humaines, de routes, de villes, enfin vraiment c'est la nature sauvage à l'état pur. D'ailleurs pour accéder au parc, on y arrive en général par hydravion ou avion ou alors en bateau. Ce parc est mondialement connu pour 2 raisons. La première, ses paysages magnifiques, ses paysages volcaniques, héritage d'ailleurs de l'éruption cataclysmique du Nova Rupta en 1912, et il est aussi extrêmement connu pour sa concentration exceptionnelle de grizzlies attirés notamment par les remontées de saumon dans ses rivières. À la belle saison, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent observer les ours, les grizzlies depuis des plateformes sécurisées et surtout ils sont guidés par des rangers. On y pratique la randonnée, la pêche sportive, réglementée bien évidemment. On y observe la faune et on s'y aventure, ou en tout cas on découvre en kayak dans certaines zones. Mais bon, le mot visite reste quand même assez large parce que la grosse majorité du parc reste totalement sauvage, il n'y a aucun sentier, il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a pas d'assistance immédiate. Donc en général, on s'y aventure pas seul. Le parc, c'est pas un zoo, c'est un écosystème rare et intact. On y trouve des élans, des loups, des renards arctiques, des pigargues à tête blanche, et surtout l'une des plus fortes densités d'ours bruns au monde. Ici, l'homme n'est pas du tout au sommet de la hiérarchie naturelle. Il est seulement un élément temporaire dans un environnement qui fonctionne très bien sans lui. La personne qui nous intéresse aujourd'hui est Timothy Treadwell. Je pense que beaucoup connaissent son histoire, mais j'aimerais qu'on aille beaucoup plus en détail dans ce qui s'est passé et comprendre pourquoi ça s'est passé. Parce que l'histoire en elle-même est bien tragique, mais il y a des choses qu'il faut comprendre derrière. Donc Timothy William Dexter, de son nom plus communément Timothy Treadwell,
est né en 1957 à Long Island dans l'état de New York. Il va grandir dans une famille de classe moyenne, sans histoire, et contrairement à l'image qui va être entretenue après sa mort, il n'a pas du tout grandi dans un espace sauvage, ni dans un environnement marginal. Son enfance est relativement stable, mais très tôt il va manifester un besoin de reconnaissance et de distinction. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, il va avoir envie de faire une carrière en tant qu'acteur. Pour ça, évidemment, il va s'installer en Californie et tenter sa chance, comme beaucoup d'autres, à Hollywood. Et là-bas, il va passer énormément de castings, des auditions. Il y a même quelques sources qui vont rapporter qu'il aurait été finaliste dans un rôle dans la série Cheers. Je connaissais pas du tout. C'est un rôle qui va finalement être donné à Woody Harrelson. Et ce détail-là, il va le raconter très souvent dans certaines de ses vidéos. Et en fait, c'est tout un récit qui va s'être monté dans la tête, comme quoi il aurait loupé le succès de très peu finalement. Mais la carrière espérée ne se concrétise pas, comme encore une fois beaucoup de personnes qui se lancent dans ce métier. C'est pas un métier évident, on voit souvent les stars de cinéma, mais pour une star de cinéma, il y en a combien qui n'y arrivent pas. Les rôles importants ne viennent pas, les auditions échouent, et à tout ça viennent s'ajouter une addiction à l'alcool et à la drogue qui deviennent de plus en plus prenantes et qui vont lentement le descendre en enfer. Plusieurs proches le décrivent comme quelqu'un de charismatique mais instable, capable d'enthousiasme très profond comme de découragement intense. Au début des années 90, après une période extrêmement difficile, il affirme avoir touché le fond. Et c'est à cet instant-là, à ce moment-là, qu'il va découvrir l'Alaska. Et le premier voyage qu'il fera en Alaska agira sur lui comme une révélation. Face à l'immensité du paysage et à la présence massive des grizzlies, il dit ressentir quelque chose de fondateur. Il racontera d'ailleurs plus tard que les ours lui ont littéralement sauvé la vie, qui lui ont donné une raison de rester sobre et de se reconstruire. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider de revenir chaque été dans le parc, et d'ailleurs il y passera en tout 13 saisons, donc 13 années. Sur place, Timothy va installer sa tente dans des endroits qui ne sont pas sécurisés, pas sur les plateformes sécurisées comme je vous disais au début. Il posera sa tente en milieu sauvage, dans des zones extrêmement reculées, et d'ailleurs dans une zone en particulier qui est surnommée le Grizzly Maze. Il y vit plusieurs mois par an, justement l'été en général, au cœur même du territoire des ours, sans aucune arme à feu, sans aucune défense, sans clôture électrique, vraiment juste sa bite et son couteau, littéralement. Et quand on lui pose la question de pourquoi il n'y va pas au minimum armé, il explique que ramener des armes dans son camp serait trahir la confiance que les ours lui accordent. Et ça leur ferait peur. Pendant son séjour, il filme quasiment chaque jour. D'ailleurs, je vous passe des images depuis tout à l'heure de ses films, de ce qu'il filme lui en étant là-bas. Il est vraiment très proche des ours, on le voit, mais alors très proche d'un point de vue extérieur, on le voit quand même approcher assez facilement. Les ours n'ont pas peur, le tolèrent dans leur espace. Il ne les touche pas, ou en tout cas il arrive à toucher quelques petits, ça est déjà arrivé, j'en ai vu dans une vidéo. Mais vraiment genre du bout des doigts, et les ours s'éloignent très rapidement. Mais on voit qu'il côtoie quand même les ours chaque jour sans qu'il y ait de problème. Il filme vraiment tout qui s'y passe, et c'est très intéressant d'un point de vue scientifique et d'un point de vue d'observation du grizzly en lui-même, puisqu'il filme les interactions entre eux, il filme les chasses, il filme leur quotidien. Et parfois on l'entend même parler derrière la caméra on voit en fait très rapidement qu'il a donné des noms à chacun des ours, puisqu'en fait à chaque fois qu'il revient c'est quasiment les mêmes, donc il leur a appelé par des noms. Il leur parle un peu avec une voix de bébé aussi, on a l'impression très souvent. C'est assez enfantin. Moi je sais que j'ai écouté, je ne veux pas dire que c'est malaisant, pas du tout, mais on sent qu'il se sent connecté à ces animaux-là. Mais on sent en tout cas, d'un point de vue spectateur, en tout cas ça a été mon ressenti, on sent qu'il y a quand même une distance, la distance simplement de la nature et de l'humain. Il filme pas forcément aussi que les ours, il filme aussi de très longs monologues où il parle tout simplement devant la caméra, il explique ce qu'il fait, ce qu'il va faire, comment il se sent, qu'est-ce qu'il a vu. J'ai vu une vidéo par exemple où il parle justement qu'il y a un ours pas loin qu'il aime pas. Qui est dangereux, et en fait du coup on sent qu'il sait qu'il y a certains des grizzlies qui sont pas à approcher. Et il se dit qu'il est protégé par... j'ai pas retenu le nom, j'aurais dû le noter. Il est protégé par... je sais plus, mais j'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Je me demande si c'est pas justement un des grizzlies du groupe, puisque c'était un groupe de grizzlies dans lequel ils cohabitaient. Et je pense qu'ils se sentaient protégés par le mâle dominant du groupe, potentiellement, et que il y avait un autre mâle d'un autre territoire qui savait qu'il était dangereux. Après, ça c'est vraiment que mon avis relatif. Ces images, elles restent pas privées. Il les garde pas pour lui, il va se donner une mission qui se veut pédagogique. Il va retourner très régulièrement dans des écoles, quand il est pas dans le parc,
où il va diffuser ces images et vraiment promouvoir en fait la protection des grizzlies, essayer de faire comprendre aux gens l'importance de préserver des milieux pour que les grizzlies puissent continuer à y vivre, certainement un peu côté écologie j'imagine. Il va d'ailleurs créer une association à but non lucratif appelée Grizzly People, destinée à promouvoir l'image des grizzlies et évidemment leur protection. À ce moment-là, on se rend compte quand même qu'il cherche activement une reconnaissance médiatique. Il va multiplier les interviews locales, il va même apparaître dans quelques reportages de télévision. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui disent qu'au final, il a toujours voulu ce côté reconnaissance, les caméras, les projecteurs, etc. et qu'il a trouvé une raison de le faire à travers les grizzlies. Je pense qu'il a vraiment senti une connexion, il s'est vraiment senti chez lui, là-bas. Est-ce qu'il a eu tort ou raison? Ça, la suite nous le dira. Mais dire que c'était un moyen pour lui d'être sous le feu des projecteurs à tout prix, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des moyens plus simples pour le faire. Après, peut-être qu'à l'époque un peu moins, notre époque beaucoup plus, mais je pense pas que ce soit une vraie raison. Je pense qu'il avait vraiment senti une connexion avec ces animaux. Malheureusement, c'est un peu le problème dans ce niveau-là, c'est que nous on a tendance à penser émotionnel, que dans la nature c'est pas forcément le cas, mais ça on le verra après. Et en fait, son rêve c'est pas seulement de vivre parmi les ours. Il veut vraiment être leur porte-parole. Il veut être celui qui les comprend, qui les défend contre les braconniers, en tout cas c'est ce qu'il affirme très régulièrement. Bien que les autorités du parc ont affirmé que dans le parc de Katmai, il n'y a quasi pas de braconniers. Il n'y a pas trop de danger à ce niveau-là. Moi je dirais que ce qui l'anime, ça semble une sorte de mélange conviction écologique, sincère, moi je le vois comme sincère, et un besoin d'utilité sociale, et surtout une quête identitaire. Faut pas oublier d'où il part, l'alcool, la drogue, ça lui a permis en final de se sortir de là, donc c'est quand même pas plus mal, et je pense qu'il se cherchait à ce niveau-là. Parce qu'en Alaska, il est plus l'acteur recalé d'Hollywood. Il est le protecteur des grizzlies. Il trouve un rôle presque héroïque, dans lequel au moins il se sent indispensable. D'ailleurs, dans ces vidéos, on voit un homme profondément ému par la présence animale. Il est capable d'émerveillement authentique. On voit des vidéos avec les grizzlies, mais j'ai vu des vidéos également où il filmait des renards, où il filmait la nature en elle-même. Mais parfois, dans ces vidéos, on voit aussi qu'il est capable de colère vraiment intense. Surtout contre les autorités du parc, qui l'accusent de ne pas aimer les ours autant que lui. Quant à Amy, elle va entrer dans la vie de Timothy quelques années avant le drame. C'est une médecin de formation et c'est quelqu'un qui partage un goût prononcé pour les grands espaces et les animaux. Donc leur intérêt converge là-dessus. Elle est très discrète, on la voit très peu dans les vidéos de Timothy, elle reste beaucoup derrière la caméra. Et justement, elle l'accompagnera durant la saison 2003, la dernière saison de Timothy au parc. Les témoignages des profs décrivent un homme passionné, entier, parfois excessif, mais sincère pour son amour pour la faune. D'ailleurs, Timothy se voyait pas du tout comme imprudent, puisque très souvent on lui faisait part de son imprudence par rapport au grizzly. Lui, il se voyait pas comme ça. Pour lui, il était intégré au groupe de grizzly, littéralement intégré. Et c'est peut-être là d'ailleurs que réside la clé de son histoire. Timothy cherchait pas l'adrénaline, il cherchait simplement l'appartenance. Il voulait pas défier les grizzlies, il voulait simplement être accepté par eux. Il les voyait pas du tout comme des prédateurs, mais comme une communauté alternative beaucoup plus authentique que le monde humain qui l'avait déçu. L'été 2003 débute pour Timothy comme tous les autres, comme d'ailleurs les 12 dernières qu'il a passées là-bas. Il revient au parc avec cette intime conviction que ces terres sont devenues littéralement son vrai foyer. Pourtant, cette année-là, il y a plusieurs éléments qui vont différer des années précédentes, mais des éléments extrêmement subtils. Déjà, premièrement, la météo, elle est beaucoup plus instable. L'automne semble s'installer beaucoup plus tôt que d'habitude. Les journées raccourcissent très vite, et surtout la pluie devient beaucoup plus persistante à mesure que septembre approche. Dans les vidéos enregistrées durant cette période, on aperçoit littéralement un changement de ton. Timothy reste enthousiaste comme à son habitude, mais il apparaît parfois beaucoup plus nerveux. Il va parler très souvent d'individus nouveaux, qu'il n'a pas l'habitude de voir à l'endroit où il va. Il les juge beaucoup moins prévisibles que ceux qu'il côtoie normalement. Mais qu'à cela ne tienne, Timothy et Amy vont s'installer quand même dans la zone de Grizzly Maze. Grizzly Maze, c'est quand même un secteur qu'il faut savoir, donc énormément fréquenté par les ours, c'est un endroit où la végétation est extrêmement dense, c'est un endroit qui est magnifique, mais c'est un endroit qui est enclavé et où la visibilité est vraiment réduite. À l'origine, le couple devait quitter le parc vers la fin septembre, comme tous les ans, depuis 12 ans maintenant. 13e année cette année. Pourtant, Timothy va décider de prolonger son séjour de quelques jours supplémentaires. Les raisons exactes sont floues. On ne sait pas pourquoi il a décidé de prolonger son séjour, tandis que depuis 12 ans, il s'en va toujours à la même période. Mais il y a certains proches qui vont dire qui vont évoquer en tout cas son amour pour un ours en particulier, qu'il souhaitait absolument revoir avant de partir. D'autres parlent de son refus presque instinctif de quitter ses terres, qu'il considérait comme les siennes. Mais bon, normalement il rentrait, il savait que c'était pas la saison à rester. De toute façon, les ours hibernent, et j'imagine qu'il le savait. Donc ça servait à rien de rester à partir d'un certain moment. Les derniers enregistrements vidéo qu'on a à notre disposition, que Timothy a fait avant le moment tragique, nous montrent un environnement beaucoup plus humide, plus froid, plus tendu. D'ailleurs en vidéo, encore une fois, il va exprimer plusieurs fois sa frustration par rapport au fait qu'il n'y a
plusieurs ours qu'il n'avait jamais vus qui rentrent dans le territoire là où il est. Et ça le frustre énormément parce qu'il n'a pas l'habitude. Dans les vidéos, il semble clairement conscient que la saison est tardive, qu'il ne devrait pas forcément être là, mais il ne remet pas pour autant ça en question en fait. Il se dit pas qu'il serait peut-être temps de partir. Parce qu'à ce stade, rien n'a encore basculé pour lui. Mais biologiquement, tout a déjà changé. Le dimanche 5 octobre 2003, le campement de Timothy et de Amy est installé près de Kaflia Lake, au croisement de plusieurs pistes d'ours récemment empruntées, mais surtout un endroit où la visibilité est médiocre. À cause des hautes herbes et des buissons qui sont serrés, on peut pas voir si un ours est près de ta tente avant même... En fait, tu peux pas les voir de loin arriver. T'as pas de visibilité. Le couple avait utilisé 2 tentes pour son campement. Une première tente pour le stockage de nourriture et une deuxième tente pour dormir. Encore une fois, aucune clôture électrique n'avait été placée autour du camp pour leur sécurité. Dans la tente de stockage, toute la nourriture est placée dans des conteneurs résistants aux ours, en accord avec les règles du parc. En revanche, dans la tente de couchage, du fromage, du saucisson, des chips, la nourriture va être retrouvée ouverte, mais j'imagine que c'est de la nourriture qu'ils sont en train de manger tout simplement. Vers midi, Timothy va passer un appel satellite et ce sera le dernier appel qu'il émettra et la dernière fois qu'on entendra sa voix. En tout cas, via un appel téléphonique. La pluie tombe sans interruption dans la toundra. Ce n'est pas une pluie fine et légère, mais une pluie froide, persistante, qui sature les hautes herbes et qui rend surtout chaque mouvement plus lourd et chaque odeur plus intense. Il est 13h53, heure qui va être confirmée plus tard par l'horodatage de la bande vidéo. La caméra tourne comme toujours, mais l'objectif cette fois-ci est couvert, donc on entendra uniquement le son. Timothy est à l'extérieur, Amy elle est dans la tente. Un silence, puis tout bascule. Le son débute brutalement. On entend Timothy hurler qu'il est attaqué. Il appelle Amy. À ce moment-là, sa voix n'est pas celle d'un homme qui a compris qu'il allait mourir. C'est une voix de surprise, de douleur, d'incompréhension. Amy ouvre la fermeture éclair de la tente. Le bruit est apparemment distinct dans la bande vidéo. Elle sort. La pluie continue de tomber et elle crie à Timothy de faire le mort. Timothy ne répond que ça ne marche pas. Pourtant, à ce moment-là, l'ours semble s'éloigner, mais rapidement, il revient à la charge. La bande vidéo va durer 6 minutes. 6 minutes où on entend des cris, des bruits confus, des moments où il est difficile de distinguer ce qui relève de l'humain ou de l'animal. Puis la voix de Timothy disparaît. C'est la voix d'Annie qui prend le dessus. Elle crie. Elle supplie. Elle tente par tous les moyens de repousser l'ours. On l'entend d'ailleurs demander à Timothy de se battre. Elle lui demande de frapper l'ours avec une casserole qu'elle trouve dans le coin. Ce qui d'ailleurs nous laisse imaginer à cet instant que Timothy n'est pas encore totalement décédé, mais certainement beaucoup trop faible pour crier. Puis l'enregistrement s'arrête. Pas parce que quelqu'un l'a coupé ou qu'il n'y a plus rien à enregistrer, mais tout simplement parce qu'on est arrivé au bout de la bande. Je vous laisse imaginer l'horreur de cette bande vidéo. En tout cas audio. D'entendre tout simplement les cris de quelqu'un qui est en train de se faire littéralement déboîté par un ours. Sous la pluie, sous le ciel couvert d'octobre, la lumière est terne, lourde. La toundra absorbe les sons. Il n'y a aucun témoin, aucune aide possible, aucune radio, aucune clôture électrique, seulement un camp installé dans un couloir de circulation de grizzly en fin de saison. Le lendemain matin, le ciel est encore plus bas sur le parc de Katmai. La pluie de la veille a laissé la toundra saturée d'eau. Les herbes sont lourdes, couchées par le vent. Le paysage, lui, semble inchangé, indifférent à ce qui s'est passé la veille. Et le silence de la toundra est brisé par l'arrivée d'un hydravion. À son bord, le pilote Willie Felton. Le départ était prévu, le timing est normal. Absolument rien d'alarmant. L'appareil survole la zone de camp et très vite, quelque chose ne va pas. Willie va apercevoir un grand grizzly près du site. L'ours est immobile, proche des tentes. C'est pas inhabituel de voir un ours dans le secteur, vous imaginez, mais la posture, la proximité, l'absence de mouvement humain attire tout de suite son attention. Il va donc faire un second passage et c'est là qu'il voit. Il voit des restes humains visibles depuis les airs. Il comprend immédiatement que c'est pas simplement un incident de campement, donc il va pas se poser et il repart tout de suite prévenir les autorités. Les rangers du parc vont se rendre rapidement sur place, transportés par avion. Ils savent tout de suite qu'ils vont entrer dans une zone à risque, parce qu'ils savent déjà qu'un des ours est toujours présent. À leur arrivée, ils constatent que le camp est partiellement détruit. Les tentes sont aplaties, mais pas totalement déchirées. Les personnels sont éparpillés un peu partout. La pluie, elle a effacé certaines traces, mais pas toutes. Et surtout, le grand Mac Grizzly est toujours là. Il se tient littéralement à proximité des restes humains. Donc les rangers tentent d'abord de l'éloigner en donnant un tir de sommation, mais l'ours ne s'éloigne pas et bien au contraire il charge. La décision est immédiate, l'ours est abattu. Un second grizzly, plus jeune, se trouve également dans le secteur et par mesure de sécurité, malheureusement, il sera également abattu. Les rangers examinent le site, des restes humains sont dispersés tout autour du campement. Le grand mâle le plus âgé qui a été abattu en premier va être examiné. Il a environ 28 ans, son état corporel est mauvais, il a très peu de graisse sous-cutanée, ses dents sont usées et des fragments humains seront retrouvés dans son estomac. Ce détail est déterminant pour la conclusion officielle de l'attaque, parce qu'il s'agit justement pas d'une simple attaque défensive avec un retrait immédiat, ça je vous en parlerai un peu plus tard, parce que l'ours est resté sur le site.
il a consommé partiellement les restes humains, donc la conclusion du rapport est claire, c'est une attaque prédatrice. C'est à ce moment-là que la caméra va être retrouvée, les autorités vont écouter la bande, mais ne la rendront pas publique. Elle sera restituée plus tard à Jewel Palovac, amie et ancienne compagne de Timothy, et d'ailleurs un documentaire va sortir sur Timothy Treadwell, Grizzly Man, qui est plutôt pas mal, je tire la plupart de mes images de ce documentaire, et le réalisateur, Werner Herzog, va écouter cet enregistrement et va dire à Jewel qu'il faut absolument détruire cet enregistrement parce que personne ne devrait entendre ça. Tellement c'est violent à entendre, vous imaginez bien des cris de personnes qui sont littéralement en train de se faire déchiqueter vivants, j'imagine bien que ça doit pas être quelque chose qu'on a envie d'entendre, et voilà, il lui dira tout simplement que c'est une horreur. Lui il l'a écouté, bon évidemment il l'a pas mis dans le documentaire, c'est trop trash. Une fois que les rangers ont terminé, la pluie continue, le vent traverse la zone, les herbes se redressent, les rangers quittent enfin le secteur, le camp est démonté, les corps sont récupérés, et le silence revient. Dans les jours qui suivent, l'affaire devient évidemment nationale. Certains parlent d'inconscience, d'autres parlent de tragédie. Mais sur place, dans la toundra, rien ne change. Le sentier d'ours reste le même, les saisons continuent de tourner, la nature reprend tout simplement ses droits. Pendant 12 étés, Timothy Treadwell a installé sa tente au cœur du territoire des grizzlies, et pendant 12 étés, rien ne s'est produit. Pas d'attaque, pas d'incident majeur, pas de confrontation fatale. Alors, la question semble inévitable. Pourquoi la 13e saison s'est-elle terminée ainsi? Surtout que Timothy connaissait très bien les ours. Pour être honnête, la réponse, elle se trouve ni dans une malédiction, ni dans une trahison de la nature, elle se trouve dans la biologie du grizzly, tout simplement. Parce que si on veut parler honnêtement de ce qui s'est passé en octobre, il faut d'abord s'arrêter longuement sur l'animal lui-même. Comme d'habitude, on va faire un point. Il faut pas le voir comme une figure symbolique du sauvage, mais comme un organisme parfaitement adapté à un environnement extrême, façonné par des millénaires d'évolution, et surtout mu par des impératifs biologiques, qui ne laissent aucune place à l'interprétation émotionnelle. Je vous l'avais un peu dit tout à l'heure. Le grizzly d'Alaska appartient à l'espèce Ursus arctos, plus précisément à la sous-espèce Ursus arctos horribilis. Le terme grizzly désigne généralement les populations d'ours bruns vivant à l'intérieur des terres nord-américaines. Par opposition d'ailleurs au grand ours brun qu'on connaît tous, côtier, appelé parfois Kodiak. Kodiak étant le plus gros ours brun existant. Les Kodiaks, pour donner un ordre d'idée, c'est des ours qui peuvent atteindre 700 kg. Le grizzly, lui, peut atteindre dans les 400 kg. Un mâle adulte à 4 miles dans le parc, lui, peut peser entre 270 et 360 kg. Certains individus, encore une fois, peuvent dépasser les 400 kg. Dans les années où, par exemple, les saumons sont prolifiques, il y en a beaucoup. Debout sur ses pattes arrière, il peut atteindre près de 2,5 mètres de haut. Mais la taille, elle dit pas tout. Ce qui impressionne réellement chez le grizzly, c'est la densité. C'est une masse musculaire compacte, soutenue par une ossature massive, et dominée par cette bosse caractéristique au niveau des épaules qui correspond à un ensemble de muscles spécialisés permettant de creuser profondément dans le sol, de renverser les rochers ou de projeter un adversaire d'un seul mouvement. Je savais pas du tout que ça servait à ça, cette bosse. La mâchoire du grizzly exerce une pression estimée à plus de 1000 PSI. Bien supérieure à celle d'un lion. Pour comparaison, par exemple, un chien domestique, c'est 200 à 300 PSI. Un loup gris, c'est 400 PSI. Un lion, c'est 650. Lui, c'est 1000. Mais bon, on peut trouver plus, les crocodiles, c'est 3000. Mais bon, on connaît, la mâchoire d'un crocodile, c'est l'une des plus puissantes du règne animal. Ses griffes, elles sont longues de 7 à 10 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elles sont pas rétractiles comme un félin. Elles sont conçues pour fouiller la terre à la base, attraper les saumons, déchirer la chair et maintenir une prise ferme. Lorsqu'un grizzly frappe, il griffe pas comme un chat en tout cas. Il va balayer et projeter, il écrase. Mais réduire le grizzly à sa force serait masquer l'essentiel. Ce qui rend cet animal véritablement redoutable, c'est son métabolisme et surtout sa stratégie énergétique. Le grizzly est omnivore. Mais cela signifie pas qu'il soit neutre dans la chaîne alimentaire. Il reste un super prédateur. Mais surtout un prédateur opportuniste. Son régime alimentaire varie selon les saisons. Et surtout la disponibilité. Des racines, des herbes, des baies, des petits mammifères, des carcasses, des élans juvéniles et surtout des saumons. Surtout au moment où ils remontent les rivières, où ils sont abondants. À 4 miles, durant l'été, l'abondance des saumons crée justement un spectacle presque paisible. Les ours pêchent, se tolèrent parfois à distance, se battent très souvent, mais semblent coexister dans une forme d'équilibre temporaire. Mais cette tolérance est temporaire et surtout fonctionnelle. Elle n'est pas sociable au sens humain, elle repose sur la profusion. Lorsque la ressource diminue, l'équilibre change. Et justement, à l'approche de l'hiver, généralement entre septembre et novembre, selon la latitude, le grizzly entre dans une phase très spécifique, appelée hyperphagie pré-hibernation. C'est pas une simple augmentation de l'appétit, c'est une commande biologique impérieuse. Le grizzly doit accumuler une couche de graisse suffisante pour survivre plusieurs
plusieurs mois sans alimentation. Durant l'hibernation, le rythme cardiaque du grizzly chute, sa température corporelle diminue également, et surtout son métabolisme ralentit drastiquement. Et contrairement à l'idée reçue, l'ours ne dort pas profondément durant son hibernation, contrairement à des rongeurs, il peut se réveiller si nécessaire, mais par contre il ne mange pas durant cette période. Il vit littéralement sur ses réserves. Et pour constituer ses réserves, il peut consommer jusqu'à 15 000 à 20 000 calories par jour. Cela évidemment implique une activité intense, une recherche constante et une vigilance accrue. Pendant cette période, l'ours va parcourir davantage de distance, élargir son territoire, tester des opportunités qu'il avait ignorées en été. Et surtout en octobre, les saumons se raréfient, les baies disparaissent, les carcasses sont rares. Et surtout les individus dominants ont déjà capté les meilleurs spots pour la nourriture. Et par conséquent, il reste les mâles non dominants, affaiblis, vieux, malades, et ces ours-là vont devenir beaucoup plus opportunistes. Parce qu'ils ont le même impératif biologique que les dominants, mais ils n'ont pas les mêmes territoires pour y aller. Et c'est à ce moment-là que ces ours-là vont prendre beaucoup plus de risques et évaluer les choses différemment. Dans cet état, un camp humain n'est pas une entité morale. Et d'ailleurs, pour l'ours, ça ne l'a jamais été. C'est littéralement une source potentielle d'odeurs alimentaires. Une concentration inhabituelle de signaux biologiques qui attirent le grizzly. D'ailleurs, en parlant des attaques de grizzly, ils existent en deux catégories, défensives ou prédatrices. Une attaque défensive survient lorsqu'un ours se sent surpris, menacé, ou alors lorsqu'il protège ses petits. C'est les attaques qu'on voit le plus souvent. Elle est souvent brève, elle est violente, mais tout de suite après, l'ours en général se retire et s'éloigne. L'objectif n'est pas de consommer, mais d'éliminer la menace, de la faire partir. La deuxième attaque, prédatrice, est bien différente. Elle est beaucoup plus silencieuse, elle est plus prolongée, et surtout elle s'inscrit dans une logique alimentaire. Elle implique une évaluation, l'ours approche, teste, insiste et passe à l'attaque. En octobre 2003, Timothy a commis une erreur. Son erreur a été de prolonger son séjour au parc. Il est resté durant la période où les ours passaient en hyperphagie pré-hibernation. Les ours qu'il avait l'habitude de côtoyer étaient partis et des ours plus agressifs sont arrivés. D'ailleurs, encore une fois, il en parlait dans ses vidéos. Et c'est un ours de 28 ans, aux dents usées, avec une capacité réduite à chasser, à capturer des proies rapides, qui a vu dans le camp de Timothée une opportunité. On aimerait croire que la nature c'est reconnaître l'amour qu'on lui porte, distingue la bienveillance de la menace, qu'elle accorde une exception à celui qui la respecte. Mais la nature ne fonctionne pas sur le registre de l'intention, elle fonctionne sur l'énergie. Timothy Treadwell cherchait à appartenir à un monde qu'il trouvait plus pur que le nôtre. Il voyait dans les grizzlies une communauté, une famille, une rédemption. Il a jamais cessé d'aimer ses animaux. Et c'est précisément là que réside la tragédie. Aimer un prédateur ne le transforme pas. Le comprendre partiellement ne le domestique pas. Partager son territoire ne supprime pas la hiérarchie biologique. La frontière entre l'homme et le sauvage n'est pas une invention sociale, c'est une ligne physiologique. Et en octobre, chez le grizzly, la faim redéfinit les priorités. Elle efface les habitudes estivales, elle reconnaît ni les souvenirs, ni les années passées sans incident. La 13e année n'a pas été une punition, elle a été la rencontre entre la conviction humaine et un impératif animal. Et dans la toundra d'Alaska, le vent souffle encore sur les herbes couchées par la pluie, indifférent au récit que nous construisons pour donner du sens. La nature ne trahit pas, elle continue. La nature ne nous doit rien, c'est à nous d'apprendre les règles. Timothée n'a pas été trahi par le groupe de grizzly côtoyé depuis des années. Il a simplement fait une erreur qu'il n'aurait jamais dû faire en connaissant les grizzlies. Rester trop tard et rentrer dans une période qui était beaucoup trop dangereuse. Avoir vu les grizzlies dont il avait l'habitude de côtoyer partir et rester dans un endroit où ça devenait extrêmement dangereux. Les grizzlies le toléraient dans leur environnement, mais les grizzlies ne l'avaient pas accepté à proprement parler. Un prédateur reste un prédateur. Et le problème, c'est qu'on a tendance, nous, à penser en émotionnel. Et dans le cas de Timothy, ça lui aura coûté la vie. On peut développer des liens avec des animaux, bien sûr que oui, mais il ne faut jamais oublier notre place. Des prédateurs resteront des prédateurs. Surtout s'il y a un aspect biologique à l'intérieur. Le grizzly qui a été abattu parce qu'il avait détruit le camp de Timothy et pris la vie de Timothy et de Amy était un ours âgé, aux dents usées, avec la graisse cutanée très faible. Il n'y a pas eu de rancœur, c'était pas volontaire, c'était pas ciblé. Il avait juste besoin de nourriture pour passer l'hiver. Et il a vu en Timothy et Amy une occasion et une opportunité de survie. Car les ours sont des animaux créés pour survivre. Voilà pour la première vidéo depuis 1 an. J'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de recommencer avec une histoire qui parlait évidemment d'un animal, d'un prédateur. J'aime beaucoup ce genre d'histoire parce que ça nous permet d'apprendre, en tout cas perso, ça me permet d'apprendre énormément de choses sur un animal en particulier. Là sur les grizzlies, c'était un animal que je trouve fascinant. Mais j'avais jamais eu le temps de m'y pencher et encore je manque d'informations je trouve. J'aurais bien aimé voir justement le côté social de cet animal, les choses qu'on peut apprendre dessus. Mais j'avais peur que ça fasse une trop longue vidéo pour le début, pour être honnête. Parce que je sais que sur l'orque par exemple, le chimpanzé, j'avais justement étudié le côté social et cognitif de l'espèce.
Je pense que bon, je trouverais bien une autre histoire où il y a un grizzly ou un ours bien ou un Kodiak ou un ours polaire dedans qui me permettra justement d'aborder cette question-là. Ou en tout cas, si vous avez envie de faire, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Je peux très bien faire une vidéo simplement sur une espèce animale. Ça me ferait énormément plaisir. J'adore passer du temps à apprendre sur les espèces en tout genre. Hein. J'adore savoir ce qui peuple notre magnifique planète. Comme toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, à liker, à laisser un commentaire pour me dire si vous êtes content de me revoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, vraiment ça me ferait hyper plaisir. Faites-vous plaisir dessus, hein. Tout est commandable, tout est en stock et c'est prêt à partir. Et puis voilà, et puis on se dit à la semaine prochaine normalement pour une prochaine vidéo.